Je me suis dit, il me faut aussi de la retombée presse. J'étais persuadé que ça allait intéresser les médias d'avoir ce type de data, donc j'ai contacté le JDN, qui a dit oui tout de suite pour avoir une exclusivité de cette étude. Et voilà, pour eux, c'est du pain béni. Tu sors une étude, il y a des chiffres, il y a des noms, il y a des Carrefour, Toyota, Starbucks qui sont cités dans l'étude. Pour eux, c'était fabuleux. Ils n'ont pas du tout interféré dans l'étude, hormis le seul critère qu'ils m'avaient donné. Et lorsqu'on a tout fini de notre côté, on leur a envoyé l'étude, on a fait un call pour leur expliquer tout ce qu'il y avait là-dedans pour qu'ils puissent écrire un papier. Et ensuite, il y a une date définie de publication. Allez, c'est parti. Nouvel épisode de Squeeze and Scale. Et aujourd'hui, je reçois Patrice, l'ex-CMO de Partout et advisor marketing aujourd'hui. Salut Patrice. Salut Eric. Écoute, je suis super content de t'avoir. On commence à être bien rodés ensemble sur la partie c'est podcast. Clair. Bon, aujourd'hui, on va faire un zoom sur une de tes grosses réussites quand tu étais CMO de Partout. Tu vas nous expliquer un petit peu comment tu as, à partir d'un baromètre que tu as créé à ton arrivée, comment est-ce que tu as réussi à générer des leads pour tes sales quand tu étais là-bas. On en a déjà parlé en off et en fait, moi, je trouve que toute ta méthode, elle était hyper impressionnante et je me dis que ça méritait d'être partagé. Donc, est-ce que tu es prêt à relever le challenge ? Carrément, je suis chaud. Bon, allez, c'est parti. Est-ce que tu peux nous brosser peut-être le tableau de l'époque quand tu es chez Partout et nous en dire un petit peu plus sur le trigger qui t'a amené à créer ce baromètre ? Ouais. Alors, pour remettre les choses en contexte, donc on est en 2018. Partout, c'est une boîte autofinancée, 20 personnes, 2 millions d'ARR et pas de marketing. Donc, j'arrive en premier employé marketing et évidemment, il n'y a aucun contenu à date. Et enfin, s'il y a quelques blogs ici et là, mais qui parlent plutôt des séminaires qu'il faisait que de contenu pour nos prospects. Et, et donc, je produis d'abord des premiers contenus assez faciles. Et en fait, l'idée du baromètre, elle vient parce que un jour, il y a Thibaut Renouf, le CEO de Partout, qui présente une analyse qu'il a faite, une analyse d'e-réputation sur les avis clients déposés sur les fiches Google des magasins Fnac Darty. Et il a préparé une analyse qui nous présente en interne et qui dit, regardez ce que j'ai fait. Je suis capable de vous dire que la note moyenne des 500 magasins Fnac Darty en France, c'est de 3,5, que les 10 plus gros performeurs, ce sont ces magasins-là qui sont dans telle région, les 10 moins bien notés sont dans telle partie, et de donner aussi des évolutions par rapport à l'année précédente. Et un dernier élément qui, moi, m'a marqué, c'était aussi, il y avait des analyses sémantiques où il avait pu dire, dès que le mot service après-vente, livraison est mentionné dans un avis, quelle est la note moyenne de cet avis au niveau national et quels sont les magasins qui ont les meilleures notes sur ces mots-clés. Et donc, j'entends ça et je me dis, oh là, il y a quand même un sacré beau potentiel pour faire une belle étude. Et voilà comment l'idée a germé. Ok, ouais, donc c'est venu d'un échange en interne et d'une fulgurance de Thibaut. Et toi, derrière, tu t'es dit, comment est-ce que je m'approprie ça ? Il y a quand même beaucoup de potentiel. Et donc, t'as décidé à partir de là que tu ferais un baromètre tout de suite ? Ou est-ce que tu t'es dit, bon, t'as un peu itéré dans ta tête pour dire, qu'est-ce que j'en fais ? Non, tout de suite, parce que je sortais de chez Samsung où, la dernière année, on avait pondu un baromètre également qui avait extrêmement bien fonctionné. Enfin, plus que bien fonctionné, j'avais pu voir tout là où ça a pu nous emmener en termes de prise de parole, de presse, de retombées business. Et vraiment, je sortais de Samsung avec ce baromètre qui était sorti quelques mois auparavant. J'arrive chez Partout où 2-3 mois après, il y a cette fameuse réunion. Et en fait, le lien, il se fait très, très vite. Et avec 2-3 petites recherches, je me rends compte qu'aucun concurrent de Partout n'avait lancé ce type d'études et qu'on allait être les premiers à lancer ça. Et le dernier point aussi que j'ai quand même vérifié, mais qui en fait j'ai eu la réponse tout de suite, c'est que la beauté de cette data sur les avis clients qui sont déposés sur les fiches Google, c'est de la data qui est publique, qui est donc non confidentielle, et il n'y a pas d'accord à obtenir de la part de clients. Donc tu prends cette data et t'en fais ce que tu veux. Ouais. Doublement intéressant pour le coup, et puis ça facilite derrière aussi la collecte de l'information, etc. quoi. Bah c'est ça. Non, mais alors moi je trouve ça génial parce qu'en vrai ça m'inspire deux choses. La première, c'est qu'il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Donc tu as identifié un gap, tu l'as rattaché à une expérience que tu avais par le passé. Ça c'est la première leçon que j'en tire. La deuxième, c'est que
en fait, il y a parfois aussi besoin de prendre un petit peu de recul. Tu vois, le fait que Thibaut ait pris le temps de faire cette analyse et que toi, derrière, tu prennes le temps de te dire, ah, mais en fait, chez les concurrents, il n'y a personne qui a développé ce baromètre-là. Je trouve que du coup, c'est ça, en fait. C'est ces deux points-là qui font que tu as eu quelque chose que tu as pu exploiter derrière en contenu. C'est ça, c'est ça. Tout s'est fait de manière naturelle, sans aucune, on va dire, tactique ou réflexion. Et c'est ça qui était chouette avec le début de ce projet. Ouais. Hmm. Bon, concrètement, on a le tableau. Je suis curieux de savoir comment est-ce que tu lances le projet. C'est quoi la chronologie des événements entre le il faut qu'on fasse un baromètre à je diffuse et j'ai mes premières opportunités. Je crois savoir que tu avais été assez progressif dans ton approche. Donc voilà, je te laisse nous expliquer. C'est ça, le baromètre a vécu plusieurs mutations toutes les années. Il a vraiment beaucoup changé. Et en fait, au tout départ, tout va très vite. Donc, cette réunion avec Thibaut, elle doit dater de septembre ou octobre. Et le baromètre, il sort début décembre. Donc, tout va très vite. Là, je regarde à disposition qui est là en interne pour pouvoir m'aider sur ce projet. J'ai besoin de 2 personnes. La personne qui récupère la data, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas le produit, on n'avait pas l'outil pour récupérer les avis clients, les avis de nos clients sur Google. Donc, on avait un data scientist qui a dû bosser comme un chien pendant 2 semaines parce que les extracts parfois étaient un peu dégueulasses, mal catégorisés, il devait s'y reprendre à plusieurs fois. Enfin, vraiment, il a bossé comme un chien pendant 2 semaines pour rendre cette donnée propre et bien la catégoriser. Donc ça, on était l'un côté de l'autre pendant 2 semaines à bosser là-dessus. Et aussi à décider quels sont les critères les plus intéressants, parce que finalement, tu peux avoir 10 000 critères à présenter dans ton étude, et c'est pas le but de noyer les gens avec trop d'informations. Donc, qu'est-ce qui sera le plus pertinent? Quels sont les critères que tu mets en place? Est-ce qu'il y a des critères de sélection de nombre d'établissements par entreprise, pour éviter de te dire, ou nombre d'avis par fiche, par exemple? Tu veux éviter qu'une chaîne d'établissements qui a peut-être que 6 établissements et 3 avis par établissement, s'ils ont 5 sur 5 partout, tu vas pas les mettre en haut de ton podium pour dire, regardez, eux, ils sont trop bien. Donc, il te fait une pondération d'un nombre moyen d'avis par fiche et un nombre d'établissements minimum pour quand même que ça ait du sens et que tu puisses comparer des Carrefour, parce qu'on est comme des très très gros clients qui avaient des milliers de magasins, avec parfois aussi des chaînes qui est plutôt des cinquantaines ou centaines d'établissements. Donc ça, c'était la première phase du boulot. Et une fois que tout ça a été mis en ordre, c'est parti côté design, où là, il y a un boulot monstrueux qui a été fait pour rendre tout ce fichier Excel en beau baromètre un peu infographique, pour que ce soit très visuel et très agréable à lire. Ça, c'est vraiment la partie boulot en interne. Ouais, juste là-dessus, très rapidement, je te coupe. Le livrable en tant que tel, il faisait à peu près combien de pages? C'était quelque chose d'assez bref, 10-15 pages ou plus court. Plus court en gros, ouais, si tu le mets en format entre guillemets PDF, 1, 2, 3, ça faisait 5 pages. Okay. 5 pages, et on était vraiment sur du baromètre infographique. Donc les plus gros textes, ça faisait ça, et c'était sur 3 lignes. Enfin, c'était surtout des gros dessins, des gros chiffres, et beaucoup de podiums, des classements, des podiums par secteur d'activité, par thématique. Tiens, lorsque le mot prix est mentionné dans un avis, quels sont les secteurs d'activité qui ont les meilleures notes, quels sont les clients qui ont les meilleures notes. Évidemment, on mettait que les boîtes qui avaient les meilleures notes pour pas impacter les clients qui étaient plus en difficulté. Donc ouais, c'était très visuel, et on y distillait quelques bons conseils, best practices pour aussi pouvoir s'améliorer. Donc ça, c'est vraiment le boulot en interne qui a pris qui s'est étalé sur 3 semaines, mais très intense. Vraiment en mode projet, pour le coup, là, on s'est mis en mode projet. Et ce que j'avais fait un peu en parallèle, un tout petit peu avant qu'on lance l'étude, c'est que je me suis dit, basé sur Samsung, il me faut aussi de la retombée presse. J'étais persuadé que ça allait intéresser forcément les médias d'avoir ce type de data, donc j'ai contacté le JDN, qui a dit oui tout de suite pour avoir une exclusivité de cette étude, et qui avait juste pour principal critère qu'on fasse l'étude sur un minimum de 1 million d'avis. Donc ça, c'est ce qu'on a pu obtenir facilement. Et voilà, pour eux, c'est du pain béni. Tu sors une étude, il y a des chiffres, il y a des noms, il y a des Carrefour, Toyota, Starbucks qui sont cités dans l'étude. Pour eux, c'était fabuleux. Ils ont pas du tout interféré dans l'étude, hormis le seul critère qu'ils m'avaient donné. Et lorsqu'on a tout fini de notre côté, on leur a envoyé l'étude, on a fait un call pour leur expliquer tout ce qu'il y avait là-dedans pour qu'ils puissent écrire un papier. Et ensuite, il y a eu une date définie de publication qui s'est faite début décembre, où
la veille de la publication, on avait prévenu les clients qui apparaissaient dans le baromètre pour les féliciter de ce baromètre. Donc déjà, ils en apprenaient l'existence et en plus, ils apprenaient qu'ils faisaient partie des meilleurs et qu'il y avait un article JDN le lendemain qui allait parler d'eux. Voilà, ça c'est pour la première édition. Je suis très curieux de savoir sur l'approche de ce média. En fait, sur quels critères tu choisis ton média et, euh, et qu'est-ce que, enfin, c'est quoi tes conseils pour approcher un média et l'intéresser? Ok, alors là, j'ai fait les choses très rapidement, sans trop de réflexion. C'est-à-dire que le JDN, on les connaissait un peu parce que là, il y avait une journaliste qui était spécialisée dans notre domaine d'activité, qui de temps en temps contactait Thibaut pour un peu des citations, pour des travaux de recherche qu'elle faisait. Donc on avait un contact. C'était un beau média. Et vu qu'on voulait le sortir assez vite pour fin d'année, j'ai pas voulu, et peut-être que c'était une erreur de ma part, j'ai pas voulu aller taper à la porte d'autres médias. J'ai vraiment pris la facilité en disant, bah, on connaît quelqu'un. Je tape à la porte. Elle m'a dit oui d'entrée. Et c'était facile. Mais à la rigueur, pour répondre mieux à ta question sur les années suivantes, ce qu'on a fait, c'est qu'on a listé les médias les plus impactants dans notre domaine d'activité. Donc, on n'est pas allé voir des gros médias généralistes, type, je sais pas, les Échos, ou, je sais pas, le Capital, ou des choses comme ça. On est vraiment allé voir des médias de notre domaine qui allaient être très suivis par nos acteurs. Et en les contactant, le message LinkedIn, c'était toujours le même. C'est que, donc, moi, j'allais ajouter un peu des rédacteurs et d'actrices en chef, des journalistes, en disant, bah voilà, on fait une étude basée sur X millions d'avis, qui parle un peu d'irréputation. Je donnais des exemples, je citais des clients qui étaient cités, et je leur mettais un visuel un peu de ce qu'on était en train de mettre en place pour qu'ils se rendent compte à quoi ça pouvait ressembler. Et je leur proposais l'exclusivité. Et chaque année, c'était assez facile d'obtenir l'exclusivité d'un média dans ce média-là. Mais j'ai jamais essayé de taper plus haut. Ouais, donc le niveau d'information, c'est t'expliques un petit peu l'approche. Tu leur dis un petit peu les noms de boîtes qui vont ressortir dans ce classement. Tu leur mets en avant aussi le fait que tu as quand même un historique, un historique de data qui est significatif pour justement, eux, publier un papier de crédibilité, enfin, crédible, quoi. Et donc ensuite, tu proposes aussi directement l'exclusivité. Toujours. Ok. Toujours l'exclusivité. Et ce qui a pas mal changé après avec les années, c'est qu'autant la première année, bah, on a eu qu'une retombée qui était le média qu'on avait choisi. Autant après, on donnait certes une exclusivité, mais on prévenait également d'autres médias qui, eux, publiaient ensuite dans quelques heures après. Et ça nous faisait souvent 5-6 retombées presse par baromètre. Bah écoute, je te laisse poursuivre parce que je sais que justement ce baromètre il a évolué. C'est Là, ça, c'était pour 2018 le lancement. exactement. Je t'écoute pour la suite. Donc 2019, on fait la tactique maintenant très habituelle que tout le monde fait, qui est un peu de recyclage, essorage. Donc on refait un baromètre, mais cette fois-ci, on en pond également un livre blanc où on partage beaucoup plus de littérature sur comment gérer ses avis en ligne, comment bien y répondre, quel process mettre en place pour les traiter. Donc on donne beaucoup de conseils basés sur nos connaissances internes, mais aussi ce qui se fait chez des clients, pour expliquer pourquoi ce client est aussi bien positionné. Et on en fait également un webinar pour présenter, encore une fois, ce baromètre et ses best practices, qui était aussi quelque part le premier webinar pour partout également. Et ça marche bien. Ça marche très bien. On a du monde qui participe. Ça, c'est très concret. Les gens veulent en savoir plus. Et c'est ce qui permet de donner encore plus d'impact, de visibilité et business au baromètre, avec encore une fois des exclusivités presse qu'on obtient, les campagnes emailing, les posts réseaux sociaux. Enfin voilà, on avait un peu le pack standard de communication qu'on faisait autour. Donc ça, c'est 2019. Donc 2019, c'est l'année où vous commencez à capitaliser sur le livrable principal qui est le baromètre pour le décliner. C'est ça. Dans différents formats, donc livre blanc, webinar, j'imagine article de Ouais, presse. c'est ça. Ok. C'est ça. Ensuite, 2020. Là, c'est intéressant parce que 2020, on commence à avoir assez de data pour d'autres pays. Donc, on est en capacité de le faire pour l'Espagne et l'Italie. Donc ça, on commence à s'étendre au niveau international. Et on développe aussi une box de récompenses pour les clients qui sont cités dans ce baromètre. Dans cette box, il y avait un mot du Customer Success pour féliciter son client. Il y avait le baromètre qui était imprimé avec leur classement. Il y avait un certificat, mais tu sais, un certificat, c'est comme un diplôme. Tu sais, le beau certificat, c'est épais, avec les petits reliefs, les petites dorures pour dire certificat d'excellence en e-réputation.
avec le nom de l'entreprise et une boîte de chocolat. Donc ça, c'est ce qu'on envoyait à tous les clients qui étaient dans ce baromètre et ça leur faisait évidemment extrêmement plaisir. Donc on commençait aussi à rentrer un peu plus dans l'expérience client, la récompense et on commençait à les intégrer de plus en plus versus juste dire regardez vous êtes dans le baromètre, on fait une pub LinkedIn, enfin une com LinkedIn et point barre. Là on commençait vraiment aussi à les féliciter avec ce type de symbole qui est ce certificat. Tu disais là, vous commencez à cette époque-là à internationaliser le baromètre. Est-ce qu'il y a eu des adaptations qui ont été faites justement pour ces marchés-là? Est-ce que tu le faisais toujours avec un média, mais du coup un média local? C'était quoi l'approche? Approche similaire, donc il y avait aucune adaptation sur le baromètre en tant que tel. Il y avait parfois moins de contenu parce qu'on avait moins de secteurs d'activité ou parfois moins de data sur des thématiques, donc on pouvait pas toujours faire par exemple l'analyse sémantique ou des choses comme ça. En revanche, pour les médias, c'était le même concept, c'était Italie, Espagne, aller chercher quels sont les médias marketing, digitaux qui sont très influents sur votre marché, contactez-les. Donc là, pour le coup, pour eux, là, c'était la première fois en prise de contact avec un nom partout qui résonnait aussi beaucoup moins dans ces pays qu'un partout résonnait en France à ce moment-là, même si on n'était pas encore très connu, mais évidemment, on était plus connu en France qu'en Espagne. Donc, il fallait aussi rassurer. Donc là, tu rassurais en montrant ce qui avait été fait en France. Malgré tout, tu as partagé un article de presse d'un média français. Ça rassure. Encore une fois, les logos, parce qu'on avait la chance d'avoir des très beaux logos espagnols, italiens, ça rassure également. Et en fait, pareil, sans trop de difficultés, tu obtiens une exclusivité. Je pense que le baromètre, c'est un peu le contenu magique qui plaît énormément. Il y a rien de sulfureux là-dedans. Il y a rien de mensonger. Il y a rien enfin bref, donc c'est très factuel. Ça plaît beaucoup. Donc encore une fois, on a eu assez facilement des exclusivités. Et je crois même, si je dis pas de bêtises, que là-bas, surtout en Espagne, plus facilement qu'en France, on a eu plus de retombées d'autres médias qui ont repris le contenu pour faire des articles de leur côté. Ok. Mais je trouve ça intéressant le fait que ce soit un playbook qui soit facilement duplicable. Je pense que tout marketeur, tout bon marketeur doit être feignant. On a déjà eu cet échange-là. Et là, pour le coup, c'est vraiment, t'as un système qui roule bien en France. Tu vas juste le dupliquer sur un marché étranger. Et ça te permet aussi, justement, derrière, d'alimenter tes prises de rendez-vous, créer de la notoriété sur ta marque. Donc, ouais, ok. C'est ça. Et d'ailleurs, tu vois, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'on était aussi, enfin, tout était bien rythmé et cadré. C'est-à-dire qu'on savait, en gros, que le baromètre, il sortait fin janvier pour tout le monde. Début janvier, on se mettait sur l'étude pour avoir tous les chiffres de l'année précédente et tous les, on va dire toutes les personnes concernées, que ce soit de l'équipe marketing international, le data analyst, le designer, étaient déjà concernés. Il y avait déjà les rétro-planning, les jalons, les meetings qui étaient déjà plugués sur tout le mois de janvier. Parce que ce mois-là, c'était le mois du baromètre. Il fallait pas se disperser, il fallait pas aller ailleurs, il fallait que fin janvier ça sorte. Et tout le monde était au courant, c'était bien anticipé. Donc là-dessus, on avait aussi le bon process. On utilisait Monday à l'époque pour justement avoir les tâches assignées à chacun et chacune avec les timelines. Et c'était assez, enfin voilà, tout était très rigoureux. Top. Et 2021, là, tu me disais en préparation de l'épisode, vous avez quand même atteint, je dirais, un pic. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce qui a changé par rapport aux années précédentes? J'ai l'impression que ce baromètre, c'est comme un Pokémon, tu vois. Il y a une évolution par année et que là, on est au max, là. C'est exactement ça. Après, alors moi j'ai jamais regardé Pokémon, mais là tu vois on voit une petite boule de cristal Dragon Ball Z, donc tu vois je vois plutôt les transformations effectivement, mais c'est la même esprit. Ouais, 2021 là il y a un immense changement qui nous fait passer dans une autre dimension. C'est notre CPO, donc Savinien, faut le citer, qui en fait crée un outil pour scraper les datas des prospects. Donc je rappelle jusque là on faisait cette étude sur les datas de nos clients, donc de par notre outil, on collectait ces informations, donc on pouvait les traiter. Sauf qu'on n'a pas d'outil pour récupérer les datas côté prospect. Et donc, il développe cet outil. Encore une fois, on est sur de la data publique. Ce sont les avis clients qu'on voit sur les fiches. Donc, il arrive à aspirer tout ça. Et là, on passe d'une analyse client à une analyse marché.
c'est ce qui fait vraiment passer dans une autre dimension parce que tant au niveau commercial que CSM, que journalistique, que sais-je, là tu fais vraiment un bond parce que même côté client, tu vois, quand on faisait une analyse sur le secteur banque et assurance, certes on avait pas mal de clients mais on les avait pas tous, donc tu pouvais pas généraliser, donc il y avait toujours un biais, même si c'était écrit en gros que c'était sur nos clients. Là on passe sur une analyse de marché, donc c'est monstrueux, et, euh, et l'impact il est fou parce que derrière, or, le baromètre a quelque part toujours la même forme. On rajoute quelques secteurs supplémentaires, mais il a toujours la même forme et on rajoute pas plus de thématiques. C'est toujours la même analyse. On en fait des présentations commerciales par verticale. Alors quand j'ai 11, c'était pas le marketing, hein, c'était Quand tu l'équipe dis stratégie. présentation commerciale, je suis curieux de savoir c'était le contexte de la présentation, c'est quoi En gros, on a repris la présentation commerciale partout pour la verticaliser. En fait, jusque-là, on estimait, à tort ou à raison, qu'on n'avait pas les connaissances suffisantes pour faire des présentations verticales, pour vraiment reprendre les challenges de ce segment de marché, de leurs particularités, des use cases. Et en fait, avec ce baromètre, plus déjà toutes les connaissances qu'on avait en interne, on s'est dit, bah tiens, c'est le moment de faire des presses verticalisées. Donc on avait vraiment la présentation commerciale qui disait, bah voilà, les challenges du secteur public, voilà les use cases secteur public, voilà des chiffres d'irréputation secteur public, voilà comment nos produits répondent à vos besoins. Il y avait vraiment la présentation verticalisée pour l'équipe commerciale. Donc ça, on en fait une petite douzaine. Ça a été aussi beaucoup utilisé par les CSM côté client pour dire, bah regardez, monsieur le client, avant je vous comparais avec d'autres clients, désormais bah, je vous compare votre réputation avec vraiment le marché. Donc là, ça devient super pertinent pour le client pour se comparer. Donc ça, c'était génial. Et côté marketing, on s'est lancé dans des webinaires verticaux. Donc dans les fameuses déclinaisons, on fait donc on fait des ressources et des e-books verticaux, donc avec autant de landing page. On en fait des webinaires verticaux. Et ces webinaires, pour que ça crée de l'émulation, je crée ça sur une semaine. Donc c'était début juillet, première semaine de juillet. Et on faisait ça du lundi matin au, je sais plus si on faisait ça jusqu'au vendredi après ou vendredi matin. Mais chaque matinée après-midi, c'était une verticale différente, animée par le sales en charge de la verticale. Et là, voilà, on bourrinait de cette manière-là et ça a créé une très très belle émulation en interne avec des super résultats. Sans surprise, un contenu en webinar qui est verticalisé a encore plus d'impact que le webinar générique ou le livre blanc générique qu'on faisait à l'époque. Et ce qui est encore plus fort, c'est que ça a aussi titillé nos partenaires et notamment Google. Donc la solution partout se basait évidemment sur Google My Business, donc la solution de Google. Et eux ils voient ça, ils se disent tiens, analyse de marché, ça nous intéresse énormément. Eux ils sont aussi organisés par vertical et on commence à se retrouver sollicités pour des rendez-vous commerciaux, pour des webinars, pour des conférences qui donnaient à leurs différentes industries pour qu'on puisse présenter ces chiffres et partager des best practices évidemment. Et là, et certes, on avait déjà des très bonnes relations avec Google jusque-là, mais là, on se retrouve sursollicité par eux en France, puis ensuite à l'étranger pour présenter ces études. Et là, là, quand t'as un peu le tampon Google sur ces moments-là, c'est fabuleux. Ouais, c'est clair. Là, vous devenez la source de vérité. Le fait d'avoir passé de la donnée client à de la donnée marché, vous faites en quelque sorte le boulot peut-être d'un Gartner, en tout cas sur votre verticale. Et derrière, c'est du pain béni si Google adoube. Donc, et d'ailleurs, c'est marrant que Google ne l'ait pas fait ça à l'époque. Enfin, est-ce que c'est pas été une crainte pour vous que derrière Google se dise bon bah nous on va la faire et comment est-ce que tu vois les choses là-dessus? Écoute, la solution partout, elle est basée donc sur pas mal de plateformes de référencement comme Google, Facebook, Snapchat, Insta, etc. Et si je prends l'exemple propre de Google, donc ce qu'on appelle Google My Business, ces fiches d'établissement, c'est quelque chose de gratuit chez eux et ils s'en occupent pas. Ils s'en occupent pas. Mais c'est-à-dire que c'est à un point où, avant même cette histoire de baromètre, ils nous faisaient aussi intervenir parfois sur des rendez-vous clients pour partager des best practices à leurs clients parce qu'ils n'avaient pas cette connaissance en interne, parce que vu que c'est un produit gratuit, ils s'en occupaient pas, donc évidemment, je les juge pas, mais c'est juste que vu qu'ils s'en occupaient pas, ils manquaient de connaissances. Donc oui,
dans un petit coin de ta tête, tu dis ok, bah j'espère que demain ils vont pas se dire super, on lance une solution à la partout. Écoute, ils se sont jamais mis dedans. Et au contraire, eux, vu que leur vache à lait c'était la partie ads, en fait, plus des solutions comme partout existent pour que les enseignes et leurs établissements bien référencés sur Google, parce que je prends juste un exemple. Quand je rejoins partout, tu avais parfois des boîtes comme BNP ou Crédit Agricole qui avaient peut-être que 50%, 75% de leurs établissements référencés sur Google. Donc déjà, avoir 100% des établissements référencés, bien référencés avec les bonnes images, bien optimisés en termes de SEO, en fait, tout ça, pour eux, en termes d'ads, ça devenait monstrueux. Et tu vois, l'exemple que j'ai, c'était pour Carrefour. Carrefour, ils faisaient de la pub sur Waze. Et, euh, et c'était une époque où les magasins, les supermarchés Carrefour étaient mal référencés sur Waze. Et donc, ils faisaient de l'ads géolocalisé la mauvaise adresse. Donc, ça envoyait les gens devant un établissement qui n'était pas Carrefour. Donc, ils ont lâché des millions d'euros en pub pour rien. Et le fait qu'il y ait des acteurs comme partout pour bien référencer, d'ailleurs, ça permettait justement à leurs clients de pouvoir lancer des campagnes d'ads et d'être géolocalisés au bon endroit. Donc finalement, on n'a jamais été vu comme ni une menace ni une opportunité ni une opportunité pour eux à développer. Après, j'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas, là, ça fait plus de 10 ans maintenant que des solutions comme partout, même d'autres existent et aucun acteur s'est lancé là-dessus. Top. J'aimerais bien, avant de parler des résultats, des chiffres, du concret, de ce que ça vous a apporté, te poser une dernière question. Donc, vous avez fait quand même pas mal de contenu, de déclinaison. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots comment se passait le process de déclinaison? Parce que vous, j'ai l'impression, voilà, vous étiez super bien rodé, mais on le voit chez Spicy Lemon, c'est un vrai pain pour pas mal de boîtes de scaler justement leur production de contenu, de décliner leur format long. Les équipes, elles n'ont pas le temps, elles n'ont pas les moyens. Et du coup, elles vont pas décliner, elles vont gâcher des opportunités de contenu, d'engagement, de lead. C'était quoi votre organisation là-dessus par rapport à ça? Parce qu'on ne parlait pas encore d'IA à ce moment-là. En C'est tout cas, vrai. on n'utilisait pas trop ChatGPT à ce Non, non, moment-là. non, pas Comment du est-ce que vous tout. étiez organisé? Ouais. Alors tout était templaté. Et, et partout, c'est une boîte, justement par Thibaut qui nous a beaucoup inculqué ça. C'est une boîte très processée. Et moi, de par mon mentor, là, Kevin, que j'avais eu, qui était vraiment de ce côté de ça sert à rien de produire beaucoup, vaut mieux produire peu, mais de très forte qualité et décliner derrière. C'est vraiment voilà. Donc animé par ces deux, on va dire ces deux mentalités. Le baromètre, c'était de se dire, voilà, il y a une plage de temporalité qui est le mois de janvier, où les personnes sont déjà mises au courant dès décembre de bloquer des moments dans leur calendrier. Il y a déjà dans Monday la gestion de projet avec un peu le RACI et les assignations et timeline pour chacun et chacune. Donc déjà ça fait que ton contenu, tu t'assures de bien, en fait, d'avoir déjà réfléchi à tout ce que tu voulais faire. Parce qu'en fait, dans ce projet sur Monday, il n'y avait pas que le baromètre, il y avait aussi, et ensuite, première semaine de février, il y a le webinar, mi-février ou je sais pas quand, il y a le livre blanc qui sort. Enfin voilà, on a vraiment tout listé avec tous les designers ou analystes qui étaient au courant de toutes ces informations. Donc déjà, t'anticipes. Donc les gens bloquent ces moments-là dans leurs OKR et dans leur agenda pro. Et ensuite, tu as tes templates. Donc le data analyst, très vite, quand il a su, alors pas la première année, mais la deuxième année, que c'était quelque chose qui allait se répéter, avant qu'on automatise, parce que ça je l'ai pas dit en 2022, ensuite on a vraiment automatisé ce contenu, mais avant qu'on l'automatise, il s'est dit ok, Patrice, si tous les ans tu me fais la même demande, il avait déjà pré-mâché son boulot, il avait documenté ça dans un équivalent d'un Notion, pour dire, tiens, si demain je quitte partout, prochain data analyse, voilà quand il récupère la data, voilà quand il faut la traiter, voilà combien de temps il faut s'y prendre, voilà dans quel fichier il faut la mettre. Voilà, donc lui, il avait déjà templété et documenté ce qu'il faisait. Et nous, côté market, le baromètre, c'était de se dire, en gros, on s'amuse pas tous les ans à faire une refonte du design. C'était un an sur deux. C'est-à-dire que la deuxième année, on fait des micro-rafistolages et l'année 3, on peut réfléchir à une refonte. Donc, t'évites un peu de trop solliciter les équipes à refondre pour refondre. Voilà, on est content du format, ça marche bien, on va pas perdre de temps là-dessus. Donc voilà, t'as un template et en fait, l'année suivante, on n'avait plus qu'à changer des chiffres. Enfin, c'était aussi simple que ça. D'ailleurs, on peut même le faire nous-mêmes, il n'y a même plus besoin du design. Donc c'est ça. Côté livre blanc, même chose.
C'est-à-dire que les best practices, et heureusement, elles changent pas tous les ans, enfin, il n'y a pas une refonte tous les ans. Donc, tu avais ton livre blanc, et ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait surligné tous les passages qui étaient à updater. En gros, il y avait une personne qui se chargeait de faire ce boulot-là. Comme ça, les autres personnes de l'équipe se disaient, OK, bah, je reprends ce livre blanc pour mon pays, et je vois encore, bah, ce qui n'a pas été surligné, c'est ce qui est encore valable et actuel pour mon marché. Et tout ce qui est en jaune, c'est parce que bah, soit l'info n'est plus la bonne, et dans ce cas-là, il y a un commentaire qui dit bah voilà le nouveau texte, parce que je sais pas, des règles ont changé en SEO, et je te les mets ici. Et ensuite tout ce qui était bah, data client, bah voilà, là faut que tu actualises ton podium, là faut que tu changes tel chiffre. Donc tout ça c'était templété. Et déjà dans son design, hein, c'était pas un Google Docs, c'était déjà dans son beau design, et donc on avait la main là-dessus. Euh, et donc oui, donc ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'effectivement côté design, ils avaient templété le livre blanc. Euh, côté webinar, pareil, c'est-à-dire que côté webinar, on avait notre Monday avec tout notre planning. On savait qu'un webinar, ça se programme tant de temps à l'avance. Voilà les exemples de landing page. Bref, tout ça pour dire que tu t'assures de documenter, de templater un maximum de choses pour que ce soit très facilement duplicable. Et d'ailleurs, pas que pour ton baromètre, après pour d'autres projets de contenu que tu peux avoir dans l'année. Et surtout, éviter un peu cette boulimie de te dire j'ai sorti le baromètre en janvier, donc il faut qu'en février, je fasse un livre blanc sur une autre thématique. Non, non, non. Nous, tout notre Q1, notre premier trimestre, c'était l'irréputation. On bourrinait là-dessus, on essorait tout ce qu'on pouvait là-dessus. On pouvait un peu le republier à d'autres moments de l'année, mais en tout cas, le Q1 était focalisé là-dessus. On s'amusait pas à faire 4 thématiques différentes sur un premier trimestre. Donc, on était aussi très à l'aise avec nous-mêmes pour nous dire, bah, ce quarter-là, on accepte de parler à 80% de cette thématique. Voilà ce que je peux dire. Ah bah c'est génial. Il nous reste 5 minutes pour parler des résultats qui sont très très beaux. Donc concrètement, est-ce que tu peux nous dire, on a parlé du fait que ça a contribué aux prises de rendez-vous avec les commerciaux, mais j'aimerais bien qu'on mette un petit peu de concret au niveau des chiffres et tous les à côté aussi que ça a généré, parce qu'il n'y a pas eu que les rendez-vous sales. C'est ça. C'est ça. Alors pour donner la partie chiffrée, le chiffre qui m'avait impressionné, parce qu'au départ je l'avais pas calculé comme ça, c'est en fait on a fait tellement de déclinaisons de ce baromètre avec les différentes présentations, landing page, ebook, webinar, etc. que quand je me suis et vu que j'ai mal créé ça sous forme de campagne dans Salesforce, une fois que j'ai fait toutes les additions, je me suis rendu compte que parmi tous les rendez-vous qui avaient été pris par les sales sur les actions marketing, 70% venaient de tout ce qu'il y avait autour de ce baromètre. Donc 70% des rendez-vous pris sur l'année grâce au marketing, ça venait de ce baromètre et tout ce qui gravitait autour. Donc ça, c'était monstrueux. Ça, c'est au niveau pur commercial. Côté CSM, il y avait des dizaines de rendez-vous de cross-sell qui étaient pris pour justement vendre soit ce module d'irréputation, soit d'autres modules, parce que malgré tout, ça avait quand même titillé les clients et qui voulaient aussi discuter avec nous d'autres offres. Donc, tu avais des dizaines de rendez-vous qui étaient pris par les CSM, et ça, c'était monstrueux. Côté ensuite visibilité, bon bah on se listait le nombre de retombées presse qu'on avait. On avait aussi côté LinkedIn, il y avait eu ça m'avait surpris, il y avait eu un post LinkedIn fait sur la page corporate qui avait pété tous les scores. On avait eu 10 000 impressions. Enfin moi j'ai jamais vu ça sur un post d'une page d'entreprise. On avait eu 400 likes, 150 commentaires à la sortie justement du baromètre. Et en fait pour moi, au-delà de la partie business qui a été donc un immense succès, ce qui m'a fait le plus plaisir, c'était à quel point les clients étaient entrés dans le jeu de ce baromètre, et c'est-à-dire qu'ils nous sollicitaient 2-3 mois avant pour nous dire le prochain baromètre, quand est-ce qu'il sort, cette année, il faut absolument que je sois dans le top 3. Enfin, tu vois, ils m'envoyaient des mails, alors que moi, j'étais pas du tout face client. Ils m'envoyaient des mails à moi pour me dire c'est quand ce baromètre, je vais être sur le podium, parfois dans les webinars. T'as eu des pots de vin? J'aurais voulu. J'aurais été sensible à ça d'ailleurs. Et j'avais aussi adoré des retombées LinkedIn qu'on avait eu de certains CEO. On avait eu le DG de Audi France qui avait tweeté le classement. Il y avait eu le CEO de Leroy Merlin Italie qui avait fait un post LinkedIn. Enfin, on est arrivé ensuite à ce stade où au tout départ, c'était envoyé ce baromètre aux opérationnels. Et petit à petit, ça a tellement escaladé que tu avais même les DG, les CEO qui disaient regardez ma marque. En fait, on était vraiment sur l'image de marque. Regardez comment elle est perçue. Et c'était les DG qui faisaient des posts LinkedIn pour présenter ça. Donc, c'était incroyable.
C'est énorme. J'ai l'impression que ouais, vous avez réussi à créer un peu l'effet Spotify Wrap, mais avec ce baromètre-là. C'est ça. Et ça, je tiens peut-être à le préciser parce que j'ai jamais dit, mais en fait, en termes de budget, hormis de la ressource humaine, aucun budget paid, aucun budget média, Ah enfin ouais, donc zéro, vous avez zéro. encore de la marge là-dessus, quoi. Enfin, il y aurait eu Non, encore de la marge. écoute, figure-toi que j'ai déjeuné avec quelqu'un de l'équipe là, il y a une semaine, et là, tu vois, maintenant, ils font des restitutions en mode presque comme les Césars ou les Oscars, donc soit en virtuel, soit en physique. Et en fait, les clients apprennent ce jour-là s'ils sont sur le podium et quel est leur classement. Donc là, maintenant, il y a un budget aussi événementiel. J'adore, énorme. Là, vous avez vraiment essoré le baromètre de fond en comble. Peut-être juste un dernier mot sur tes apprentissages, des choses que tu ferais peut-être différemment si tu devais recommencer, ou tes conseils aux auditeurs qui réfléchissent à lancer ce type de format. Ouais. Ceux qui réfléchissent, faut pas réfléchir. Franchement, faut y aller. Surtout si ta data, elle est pas confidentielle. Généralement, elle l'est, et c'est là où c'est compliqué. Tu dois un peu anonymiser. Et quand c'est anonyme, bon, toujours intéressant de le faire, mais effectivement, ça a toujours moins d'impact. Mais en revanche, toujours très intéressant. On pourrait dire, regardez sur le marché. Moi, c'est ce que je fais là avec une boîte que j'accompagne. C'est anonyme, mais en tout cas, on a des données marché. On a donné les datas des meilleurs performeurs sans les citer. Ça reste encore vachement pertinent. Mais dès que tu peux mettre des logos, bon, sans surprise, ça te fait décoller. Pour moi, le principal apprentissage, c'est qu'on a vraiment trop fait. On a fait la tortue, quoi. On a été trop lent. Enfin, tout ce que je raconte est allé sur 4 ans, c'est trop long. Donc non, le potentiel, on l'a senti vite. Je sais plus trop pourquoi. On y allait un peu pas à pas, mais finalement, on peut aller beaucoup plus vite sur le déploiement, surtout côté marketing. Tu vois, des événements de restitution avec des trophées, des choses comme ça. On a mis 3 ans à proposer ça. C'est pas normal. C'est beaucoup trop long. Et j'ai envie de te dire, dès la première année, tu peux faire un truc sympa, pas cher. Si ça marche, la deuxième année, tu mets un peu plus de moyens. Il y en a qui font ça. Ils mettent 10-15 000 euros de budget pour un très très bel événement, avec de la presse, de la vidéo, etc. et des beaux trophées. Franchement, dès que tu sens que ça prend la première édition, mets les moyens la deuxième parce que ça vaut le coup. Top. Écoute, merci beaucoup Patrice, c'était super riche. Avec plaisir. Et puis si les auditeurs ont des questions, tu es toujours hyper disponible sur LinkedIn. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à le contacter en tout cas. Merci beaucoup Patrice, c'était très chouette. Merci à toi. Merci à tous, à bientôt pour un prochain épisode.